de monnayeur et là les pièces elles tombent, t'inquiète pas. Et oui, Rap à Gogo revient dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve un message du ministère du meilleur ami de l'homme. J'ai nommé le ministère de la femme. Avec un message 100% macho, sans guacamole. C'est pour vous les ladies. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un chauffeur il conduit le bus et une chauffeuse. C'est une pute. Un entraîneur c'est un coach sportif et une entraîneuse. Bah c'est une pute. Un homme à femme c'est un séducteur, une femme à homme. C'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne. C'est une pute. Un cochon c'est un mec sale, une cochonne. C'est une pute. Un salaud c'est un sale type, une salope. Bah c'est une pute. Un allumeur ça allume le gaz, une allumeuse. C'est une pute. Un masseur c'est un kiné, une masseuse. C'est une pute. Un maître, un instituteur, une maîtresse. C'est une pute. Un homme facile c'est un gars sympa, une femme facile. Bah c'est une pute. Un calculateur, un matheux, une calculatrice. C'est une pute. Un toxico c'est un drogué, une toxico. C'est une pute. Un bitch, un volet sur la plage, une bitch. C'est une pute. Un Hilton, c'est un hôtel et Paris Hilton. Bah c'est une pute. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit rien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait rien. Existe pas. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit rien. Qu'est-ce qu'elle sent ? Elle sent rien. Existe pas. Qu'est-ce qu'elle pense ? Elle pense rien. Qu'est-ce qu'elle vit ? Elle vit rien. Existe pas. Mais qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime rien. Qu'est-ce qu'elle chante ? Elle chante. Existe pas. Existe pas, existe pas. Existe pas, existe pas, existe pas. Est-ce que vous pouvez parler juste pour que je vois si le micro est assez proche de vous ? Maurus Servus Honoratus. Ça m'impressionne quand tu dis ça, sans bégayer. Oui, moi, je vais bégayer si je le dis. Le Tetris est membre depuis 2013 de HF Normandie, une association qui permet de réfléchir et d'avancer sur la question de l'égalité femmes-hommes. Cet engagement se manifeste entre autres par des actions concrètes, comme l'organisation le samedi 4 mai à 15h d'une conférence « Ni dieuesse ni maîtresse, c'en était le nom », dont le synopsis était le suivant. Quelle est aujourd'hui la place du féminin dans la langue française et quelle a été l'histoire de son évolution ? Nous avons donc pour cela accueilli Aurore Evin, metteuse en scène et autrice, Astrid Leray,
consultante et formatrice spécialisée sur la question d'égalité femmes-hommes, et Eliane Viennot, professeuse émérite de littérature française. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. je vous proposerai de commencer par vous présenter. Donc Astrid Leray, donc en effet formatrice spécialisée sur les questions d'égalité, et j'interviens sur le Grand Ouest auprès de différents acteurs qui veulent progresser sur ces domaines. Eliane Viennot, je suis professeuse émérite, donc j'ai fini d'enseigner, mais je n'ai pas fini de faire des recherches. Et je travaille sur la littérature du XVIe siècle et sur l'histoire de France, sur l'histoire des relations de pouvoir entre les sexes, dont les relations de pouvoir dans la langue. Donc Aurore Evin, autrice, metteuse en scène, directrice de la compagnie La Subversive. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes de théâtre, des actrices et des autrices, en travaillant sur les premières femmes dramaturges que j'ai découvert le mot autrice et que j'ai fait toute une recherche sur ce mot. Et aujourd'hui je travaille aussi beaucoup sur la question du matrimoine et je remets en scène des pièces de femmes qui ont été jouées au XVIIe siècle, la Comédie Française, et qui mériteraient d'entrer au répertoire. Et alors vous venez d'utiliser des mots qu'on a assez peu l'habitude d'entendre, autrice, professeuse, matrimoine. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de mots féminins qui ont disparu, qui ont été omertés dans la langue française ? Oui, il y en a pas mal. Médecine. Il y a, voilà, médecine, qui a pratiquement disparu. Hein. On ne sait même pas que ça a un jour existé. Or, ça a existé, puisqu'on disait un médecin, une médecine, comme on dit un cousin, une cousine. Et puis, professeuse est un très vieux mot, procureuse. Tous les mots qu'on retrouve aujourd'hui écrits avec EURE depuis quelques années, en fait, existent soit en trice, comme autrice, soit en euse. Voilà, proviseuse, tous ces mots sont très très vieux, et on a aussi les mots comme officière, comme chevalière, comme agente, comme sergente, soldate, tous ces mots qui nous semblent encore un petit peu bizarres, mais qui en fait ont des siècles d'existence. En général, tous les féminins de métiers ou de fonctions prestigieux qui ont été éradiqués de la langue, ou alors juste associés à la femme d'eux, l'épouse d'eux, comme ambassadrice, alors qu'ils étaient employés vraiment au sens de ambassadrice, femme ayant une ambassade. Alors comment est-ce que la langue française a été progressivement déféminisée pendant ces siècles ? Par des gens qui voulaient combattre l'égalité des sexes, et donc puis qui voulaient pas que les femmes mettent les pieds dans certains domaines dont ils estimaient que c'était propre aux hommes. Donc on a en fait ces mots qui nous sont un peu étrangers, sont des mots qui désignent la pensée, l'exercice de la haute administration, le leadership, hein, c'est-à-dire l'armée, enfin tout ce qui a été vraiment monopolisé par les hommes pendant des siècles. Voilà, c'est pas des centaines de mots, hein, mais ce sont des mots stratégiques, enfin ce sont des places stratégiques. Place de la création aussi, hein, toujours aussi avec ce mot autrice, c'est-à-dire que les femmes peuvent être dans la procréation, mais pas dans la création. Donc, Peintresse, poétesse. Ou alors, comme on l'a vu avec actrice, quand les comédiennes ont enfin pu apparaître, là, elles ont pu tout de suite être nommées en tant qu'actrices, mais à condition qu'elles puissent dire les mots d'un homme, puisque à ce moment-là, c'est au même moment qu'on a fait disparaître le mot autrice. Et puis ça s'est également étendu dans des règles de grammaire, puisque la règle de l'accord de proximité a été remplacée par le masculin l'emporte. Donc on voit que la langue a été utilisée comme un outil de répression. Comment est-ce que pour vous, cette langue française est devenue plutôt un outil d'émancipation ? Du coup, aujourd'hui, on travaille sur comment démasculiniser cette langue et renommer le féminin, interroger le masculin pluriel, interroger tous les adjectifs qu'on peut mettre aussi, parce que derrière, il y a beaucoup de stéréotypes. On peut tout à fait comme ça libérer les mots et donc libérer les pensées
construire l'égalité. C'est là que le langage devient un facteur d'émancipation. Et concernant le théâtre, moi, c'est vrai que cette recherche sur ce mot autrice, ça a été vraiment aussi une recherche en légitimité, de pouvoir brusquement, on est aujourd'hui 20% des textes qui sont représentés, des textes de théâtre qui sont représentés sur les scènes publiques sont des textes de femmes, 80% sont écrits par des hommes. Donc toute cette question aussi que les autrices de théâtre, les autrices contemporaines pensent qu'elles n'ont pas d'histoire et qu'en plus elles ne peuvent même pas être nommées. Donc c'est vrai que j'ai fait ressurgir ce mot autrice, que j'ai raconté cette histoire à mes sœurs de théâtre, aux autrices de théâtre contemporaine, il y a eu vraiment, ils sont partis avec ce mot et cette histoire comme un étendard, et c'était une façon de pouvoir se dire oui, on a une histoire et on peut être nommé en tant qu'autrice, et même jusqu'à notre mot, on nous l'a volé en fait, puisque les voleuses de langage, voilà, là, il y a tout ce rapport aussi des autrices de théâtre au langage. Donc la question du mot autrice, ça a parfaitement résonné sur la question de la légitimité. Quelles sont pour le moment les réactions des personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous discutez sur cette question de la démasculinisation de la langue française ? Alors moi, je peux dire que mon expérience, puisque je fais depuis que j'ai sorti mon premier petit livre, là, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, je suis invitée un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse, pour faire des conférences. Donc je rencontre beaucoup de monde. Et mon expérience, c'est que quand on a le temps de parler, de s'exprimer, de s'expliquer, voilà, il faut 3/4 d'heure, grosso modo, les gens sont convaincus. Les gens comprennent ce qu'on raconte. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs à dire à la démonstration qui est faite que notre langue a été masculinisée par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, qui disaient qu'ils voulaient, voilà, que le masculin c'est le genre le plus noble parce que il y a une évidence qui est celle de la supériorité des hommes sur les femmes, des mâles sur les femelles. Quand on a le temps de montrer ça, de montrer à quel point il y a eu des interventions délibérées pour masculiniser la langue et pour empêcher que les femmes se sentent bien dans un certain nombre de professions ou de fonctions, les gens, voilà, les gens sont contents déjà qu'on leur parle de leur langue, sont contents qu'on leur explique vraiment d'où viennent ces choses qu'on leur a apprises comme si c'était des règles immuables depuis toujours, alors même qu'elles ne sont pas compréhensibles, parce qu'appeler une femme le juge, c'est pas compréhensible en français. Donc, quand on leur explique d'où ça vient, qu'il y a des gens qui ont vraiment voulu faire ça, en général, ils sont très contents. Moi, l'expérience que j'ai de ces rencontres avec le public nombreuses depuis 4 ans, c'est que les gens sont contents. Ils ont envie ils sont tout à fait, ils comprennent parfaitement ce qui s'est joué. Alors après, c'est pas forcément que du jour au lendemain on va se mettre à changer ses habitudes langagières, parce qu'on nous les a mis dans le crâne, et c'est un petit peu compliqué de s'en débarrasser, mais il y a une soif en ce moment, je trouve, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, qui. Donc moi, je n'ai qu'une expérience positive des rencontres que je fais avec le public depuis 4 ans. Oui, c'est pareil. J'ai commencé en 2012 à faire mes premières conférences publiques, et notamment dans le milieu du théâtre, où là, ça a tout de suite effectivement pris. Moi, ça fait 20 ans en fait que je travaille sur ce mot autrice, parce que je l'ai découvert en 1999, donc ça fait tout juste 20 ans. Et là, 20 ans après, mon article qui a circulé comme ça sur Internet, beaucoup, qui s'est diffusé, du coup, va être réédité, vient d'être réédité aux éditions X, avec une adaptation théâtrale, c'est-à-dire qu'il y a une autrice justement de théâtre qui a adapté cette recherche sous forme d'une pièce presqu'île qui vient d'être montée d'ailleurs, donc pour montrer qu'effectivement ça a complètement circulé et que tout le monde s'en est emparé. Même il y a eu même une adaptation sous forme de BD. Voilà, il y a vraiment effectivement une soif de cette recherche, et souvent j'ai la même expérience qu'Eliane. Je fais des conférences, il y a des personnes qui tout de suite me disent là je supporte pas ce mot, et qui viennent me voir à la fin de la conférence en me disant vous m'avez convaincu. Voilà. Quels sont vos arguments pour les convaincre ? C'est les faits, ce sont les faits. Il suffit de raconter l'histoire.
Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Moi, pour concernant l'histoire du mot autrice, c'est que effectivement, moi, je pensais pas qu'il existait. Je disais femme auteur dramaturge, et puis je vais dans les registres de la Comédie Française pour travailler sur ces premières femmes qui ont fait jouer leurs pièces à la Comédie Française au XVIIe siècle. Et là, je tombe sur les registres de Lagrange, le comédien de Molière, et je tombe sur part d'autrice. Je me dis, c'est incroyable ce mot, et je fais l'histoire de ce mot. Je m'aperçois qu'il existe depuis l'Antiquité, que depuis l'Antiquité, on lui fait la guerre, mais que pourtant les grammairiens essayent d'expliquer qu'on ne doit pas utiliser autrice, notamment dès l'époque latine, en disant qu'on peut l'utiliser dans le sens de quand il veut dire développer, augmenter une pensée, mais dès que c'est origine, source, autorité, il faut utiliser le masculin auctor en parlant d'une femme, ça c'était dès l'époque latine, et pourtant on le retrouve tout au long des siècles. Et c'est surtout effectivement au XVIIe siècle, quand l'Académie française est créée, qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à écrire, à publier, donc à devenir aussi des concurrentes, et que l'éducation aussi des femmes se développe, il n'y a pas plus simplement les femmes de la grande aristocratie qui se mettent à écrire, mais aussi la petite noblesse, petite bourgeoisie, etc., que là la guerre à autrice revient, et qu'il ne fait pas son entrée dans les premiers dictionnaires de français. Donc, mais après, il est constamment... On le trouve tout le temps, il ne disparaît jamais, sauf qu'une fois que les dictionnaires et les grammaires sont construites, eh bien, on croit, quand on défend ce mot, on le défend comme un néologisme, parce qu'on n'a déjà plus conscience de son histoire. Donc c'est là qu'après, c'est de plus en plus long, effectivement, pour retrouver les faits et cette histoire qui a été effacée, de cette masculinisation de la langue. Oui, puis il y a aussi les justifications qui parfois sont données. La plupart du temps, les grammairiens n'expliquent pas pourquoi ils disent il faut pas dire ça, il faut dire ça, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns qui le disent. Et quand on regarde les justifications qu'on trouve, elles ne sont pas du tout linguistiques. Elles sont pas scientifiques. Elles sont juste politiques. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a inventé la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, on a dit que c'est parce que le masculin est un genre plus noble. C'est le genre le plus noble, et que donc quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Et quand on leur demande mais ça veut dire quoi le genre le plus noble, eh bien ils expliquent que c'est une évidence parce que les mâles sont plus nobles que les femelles, voilà, sont plus forts. Donc on voit bien que c'est quand on montre ce genre de construction, quand on montre ce genre d'argument, il n'y a plus grand chose à dire. Et donc en utilisant la langue afin de conditionner les mentalités et la vision qu'on a de la réalité, on est arrivé sur une domination du masculin. Comment est-ce que dans le cadre de vos formations, vous essayez de rééquilibrer la balance ? Déjà, Astrid Loret. Déjà, on déconstruit tous les fantasmes et toutes les croyances qu'ont pu véhiculer l'Académie française et puis les éditorialistes qui nous ont répété à n'en plus finir que c'était des meurtrices, des points, que c'était illisible, une aberration ou un blasphème. Donc déjà, on déconstruit tout ça grâce aux travaux d'Aurore et d'Eliane. On peut leur expliquer évidemment tout ce travail, cette masculinisation de la langue, et qu'aujourd'hui, si on veut construire l'égalité, on a besoin de la reféminiser. Et puis après, on travaille sur des exercices concrets, c'est-à-dire que moi, en fonction des publics auprès desquels j'interviens, je vais utiliser leurs outils. L'exemple peut-être le plus flagrant, en fait, que je pourrais raconter, c'est quand j'ai travaillé avec les musées de Rouen, on a repris leurs textes. Alors, on a interrogé évidemment l'utilisation du féminin et le fait que certains mots soient pas féminisés, mais on a aussi interrogé les mots masculins. Comment, quand on a dans une même salle et qu'on a les mots habitants, industriels ou commerçants au pluriel, comment le public peut savoir s'il s'agit d'hommes ou d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens vont interpréter. Et ce masculin pluriel, il ne veut aujourd'hui plus rien dire. Oui, les habitants, c'était sûrement des hommes et des femmes, parce que bon, voilà, on vivait ensemble. Maintenant, les industriels au 19e siècle, ce sont sûrement des hommes, et encore pas que, parce que du coup, il y en avait quand même une ou deux femmes industrielles qui pouvaient accéder à ce genre de responsabilité. Les commerçants, mais il y avait aussi des commerçantes, mais il y avait surtout des épouses de commerçants. Enfin, voilà, à chaque fois, ça ouvre le débat, et on s'aperçoit qu'on ne sait absolument pas de qui on parle. Que ce soit finalement pour le public qui visite les musées, mais aussi même pour les professionnels eux-mêmes qui peuvent débattre entre eux quand on leur met les textes sous le nez. Donc du coup, ça montre bien l'intérêt de clarifier le propos et de vraiment nommer les personnes dont on parle et d'apporter plus d'informations donc en déconstruisant ce masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc soit en détaillant le masculin et le féminin dans l'ordre alphabétique quand on parle des hommes et des femmes, soit en parlant au masculin quand vraiment on parle des hommes. Auriez-vous d'autres solutions à proposer pour rééquilibrer la balance dans la langue française ? Oui, il faut arrêter de parler de l'homme
quand on ne parle pas d'un homme ou de plusieurs hommes. Donc il faut parler des droits humains, il faut parler de l'évolution de l'humanité et pas de l'évolution de l'homme. Voilà, c'est vraiment très important puis il y a beaucoup aussi d'autres choses autour de arrêter d'utiliser des singuliers. Voilà, ce n'est pas la journée de la femme le 8 mars, c'est la journée des femmes et c'est même la journée des droits des femmes. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être tentées pour simplement en s'appuyant sur les ressources de la langue française. Il s'agit pas, là on crée rien, on crée pas des néologismes, on crée pas des usages nouveaux, mais simplement on essaye de retrouver de remobiliser les ressources de la langue française pour parler de manière à ce que les femmes soient pas éliminées. Et puis aussi, effectivement, ne pas aussi toujours mettre le féminin en deuxième, plutôt préférer l'ordre alphabétique, par exemple, parce que ça, c'est quand même aussi très fréquent. Le féminin arrive toujours en deuxième après le masculin. Et travailler aussi sur la question de l'éducation, ça va être très long, très difficile, mais notamment arrêter d'enseigner cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qui conditionne les esprits dès le plus jeune âge. Puis, ce qui est intéressant, on l'entendait avec Astrid, c'est ce rapport à l'histoire, c'est de voir vraiment qu'effectivement, expliquer l'histoire, parce qu'on voit que avec l'histoire, quand on a effacé les mots, on a effacé les personnes qui ont porté ces mots. On a effacé les autrices et du coup on n'a aucune connaissance aussi des autrices des femmes qui ont porté cette fonction d'autrice, ce mot d'autrice au cours des siècles précédents. Donc c'est vraiment intimement lié. J'aimerais amener un petit partage d'expérience à ces échanges. Il s'agit du point médian qui permet de rédiger les textes en écriture inclusive. Ça peut être un petit peu long et pénible d'utiliser les fonctions copier-coller du clavier entre la consonne ou la voyelle et puis le E. Alors pour cela, vous pouvez tout simplement utiliser le raccourci Alt 7, donc restez appuyé sur la touche Alt et puis ajoutez 7 et vous verrez en lâchant les deux touches apparaître ce point médian. On voit que maintenant que les pistes sont ouvertes et qu'il ne reste plus qu'à y aller, notamment grâce à votre aide. Merci beaucoup mesdames pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes. Le podcast sera donc réécoutable sur Westrack Radio. On vous souhaite une bonne écoute et une bonne continuation sur ces chemins. Merci. Girl
whole thing is loud. My man, where 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 my man, what's up? Where my man, 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 where my man. That's all. We so say, yeah, baba, where my man, they hot, yeah, quarter, where my man, they tight, they right, where my man, they rooming and the porta, where my man, the head is a quarter, where my man, the lips as a liquor, where my man, Nando Nikungolo, where my man, the bell and depende, where my man, that's all, where my man, where my man, where my man, where my man, what's up? Where my man, 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 where my man. Skaparitata, I want lumfan. Skaparitata, velenzom giva. Skaparitata, ewenzo kwela. Skaparitata, velengi poza. Skaparitata, I want lumfana. Skaparitata, velenzom giva. Skaparitata, ewenzo kwela. Skaparitata, velengi poza. Mame, 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 mame. Yes, I will. Mame, 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 it's so sick, yeah, baba, where mame, they hot, yeah, quarter, where mame, they tight, they right, where mame, they rooming and the porta, where mame, the head is a quarter, where mame, the lips as a liquor, where mame, Nando Nikungolo, where mame, the bell and depende, where mame. Again.